Voilà, on a prévu une session de questions-réponses. On a l'habitude effectivement d'y répondre soit à l'oral, soit par écrit. N'hésitez pas à utiliser le chat dédié pour formuler vos questions. On va y répondre à la fin de la session. Alors, place d'abord à Clémence Huneau, qui est responsable de la coordination de la gouvernance durable chez AXA IM et qui intervient aujourd'hui avec sa casquette de membre de la plateforme européenne sur la finance durable. Clémence était une des rares représentantes de la gestion d'actifs au sein de la plateforme. Son rôle, c'est de conseiller la Commission européenne sur la qualité des données, leur disponibilité et la préparation finalement de la place aux obligations de reporting. Merci Clémence pour ta présence. Je te passe le micro pour poser le cadre et nous parler un peu plus des travaux que tu mènes avec la plateforme et des challenges que tu observes en ce moment. Je te laisse aussi si tu as des slides à présenter. Merci, bonjour Sabrine, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, je vais commencer par essayer effectivement de partager mes slides. Voilà. Okay. Ravie d'avoir l'occasion effectivement de donner un peu mes perspectives à la fois en tant que membre de la plateforme finance durable de la Commission européenne et puis aussi en tant qu'utilisatrice côté investisseur chez AXA IM. Je vais me proposer de couvrir 3 sujets ou trois questions peut-être pendant ces 15 minutes. La première, c'est finalement quel est le rôle de la donnée ESG. On en parle beaucoup, c'est compliqué, c'est difficile, ça nous prend beaucoup de temps, mais pourquoi est-ce que cette donnée est finalement critique et qu'est-ce qu'elle peut permettre en termes de transformation de nos activités et de l'ensemble de l'économie européenne? Deuxième question, je serai un peu plus rapide sur celle-ci parce que je pense qu'on a tous beaucoup d'avis et on en parle tous déjà beaucoup, c'est quelles sont les difficultés aujourd'hui les difficultés par rapport à peut-être ces objectifs et ce rôle qu'on souhaiterait lui voir jouer. Et puis la troisième, comme tu le disais Sabrine, je donnerai quelques pistes ou quelques points d'update sur le travail de la plateforme Finance Durable et comment effectivement dans le cadre de ce second mandat qui a commencé en mars dernier, elle vise à aider la Commission européenne à résoudre, je dirais, certains des challenges de court terme et ainsi à aider encore une fois à atteindre les objectifs initiaux que j'aurais traités dans la première partie. Donc, je vais commencer par le rôle de la donnée ESG. C'est vrai qu'on sort de 3 années, 3 ou 4, qui ont été particulièrement intenses et denses sur le plan réglementaire, encore plus peut-être en France qu'ailleurs, puisqu'on a eu la doctrine AMF, on a eu SFDR, on a eu l'article 29 de la loi énergie-climat, parmi d'autres. Voilà, donc beaucoup de réglementations qui sont entrées en vigueur, qui ne sont pas forcément très bien articulées les unes et les autres. Et puis, au-delà de ce qu'on a déjà implémenté, des consultations qui se suivent sur les RTS de SFDR, sur le niveau 1 de SFDR, ça a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, sur les ISRS également l'été dernier, et du coup, sans doute des ajustements en perspective sur ces différentes réglementations. Et c'est vrai qu'une certitude peut-être moins grande sur la donnée qu'on recevra des émetteurs avec, on a vu certains reculs par rapport à l'ambition qui avait été annoncée initialement sur la CSRD. Donc cette réglementation qui nous permettra d'avoir des métriques plus comparables reportées par les émetteurs à partir de 2025. Mais au-delà, je pense de la production de rapports réglementaires qui a pas mal focalisé l'attention parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup à passer du temps sur la préparation des annexes précontractuelles, des reportings périodiques, des rapports article 29, à essayer de décrypter, de comprendre des points d'interprétation compliqués et des Q&A qui arrivaient au fil de l'eau. Au-delà de cet aspect de vraiment pure conformité, je pense que c'est important de se rappeler, de se redire toujours pourquoi. À quoi sont liées ces réglementations et quel était l'objectif initial annoncé par la Commission européenne. Et donc là, on peut revenir, il y a eu différentes vagues, mais finalement, le plan d'action qui avait été annoncé en 2018, je trouve qu'il aidait vraiment bien à clarifier les choses et à positionner le rôle de la donnée ESG et les objectifs de long terme. Le premier était de réorienter les flux de capitaux vers les investissements durables. Ici, vraiment avec un objectif de pouvoir
permettre et soutenir la transition et permettre donc à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs net zéro à 2050, donc objectifs climatiques, mais aussi plus globalement des objectifs autour de la biodiversité et des thématiques sociales notamment. Deuxième grand objectif annoncé en 2018, aider à gérer les risques financiers issus justement du changement climatique, de la dégradation de la biodiversité et des défis sociaux. Donc là aussi, évidemment, pour gérer des risques, avoir de la donnée, c'est essentiel. Et puis le troisième grand objectif, c'était une amélioration de la transparence et une promotion, je dirais, de logique de plus long terme au sein du secteur financier. Donc se projeter à plus long terme, puisque évidemment, si on veut atteindre des objectifs à 2050, c'est essentiel de ne plus regarder, je dirais, les éléments de décision que sur des échelons et des échelles de temps très courtes. Donc, 3 dimensions importantes, interconnectées et pour lesquelles, évidemment, on a besoin d'avoir les points de données à la fois reportés par les entreprises et puis ensuite utilisés et reportés par les acteurs, banques, investisseurs, assureurs, etc. Donc, la donnée est véritablement centrale à la réussite de chacun de ces 3 objectifs, qui sont des objectifs qui sont d'ailleurs proches, je pense, des objectifs que nombreux de nous avons en tant qu'investisseurs, dans une vraie perspective de transformation de l'économie de l'Union européenne et puis de transformation aussi des modalités de décision, finalement, des différents acteurs de cette chaîne de valeur finance durable européenne, que ce soit un corporate, une PME ou encore un investisseur final. Et la chaîne est assez longue entre le corporate ou la PME et l'investisseur final. Donc voilà, les différentes réglementations et les différentes obligations de reporting qui sont entrées en vigueur et qui vont continuer à entrer en vigueur, elles visent à faciliter et à permettre l'atteinte, encore une fois, de ces objectifs de long terme. Et elles sont encore à ce jour en phase de, je dirais, lancement. Elles sont encore assez jeunes, peu matures, avec un certain nombre de problèmes. Donc voilà, quels sont les problèmes? Je vais passer assez rapidement sur cela, mais on a évidemment des problématiques de définition. On a vu pas mal d'échanges, de Q&A qui ont visé à clarifier certains aspects, à la fois sur SFDR, évidemment. On a eu un Q&A, je pense que tout le monde a regardé avec attention en avril dernier sur Sustainable Investment. On a eu aussi plusieurs Q&A sur la taxonomie qui ont visé à aider à clarifier certains points de définition, par exemple des technical standards, des technical screening standards ou encore d'utilisation du DNSH. On sait que c'est une partie qui est particulièrement difficile à ce stade encore pour les entreprises qui reportent leur éligibilité et leur alignement. Donc, question de définition, d'interprétation et aussi problématique de formation, certainement, des acteurs clés de cette chaîne de cette chaîne de valeur de la finance durable, que ce soit les préparateurs des reporting au sein des entreprises, au sein des acteurs du secteur financier aussi, mais aussi très certainement les auditeurs et les consultants qui aident à la préparation de ces reportings. Également certainement les fournisseurs de données qui ont un rôle important à jouer et chez lesquels les aspects de formation sont essentiels aussi, puisque ce sont eux qui revoient, qui récupèrent la donnée, qui font dans un certain nombre de cas des ajustements sur celle-ci avant de la rendre disponible à leurs clients finaux. Et donc, in fine, ces problématiques signifient qu'on a une comparabilité qui est encore sans doute plus faible que ce qu'on espérerait avoir pour pouvoir complètement intégrer, je dirais, ces nouvelles données qui sont reportées. Par exemple, si je pense ici à la donnée taxonomie, on sait que c'est un outil qui commence à être utilisé dans les échanges, par exemple, avec les émetteurs, mais qui ne peut pas être utilisé nécessairement de façon complètement automatique, systématisée, du fait de cette comparabilité encore faible. Voilà. Sur des aspects plus positifs, hein, si on regarde, je vais prendre la taxonomie, compte tenu de l'importance de la taxonomie pour la plateforme finance durable de la Commission européenne, on observe quand même une croissance qui est importante dans le nombre d'émetteurs qui ont reporté leur alignement avec la taxonomie. En première année, donc à fin 2021, on avait un nombre assez important d'émetteurs qui avaient choisi de ne pas reporter parce qu'il y avait trop d'incertitudes et trop de doutes. Donc là, on voit déjà une véritable amélioration entre fin 2021 et fin 2022. Toujours des problématiques certainement de comparabilité, mais on voit que c'est un outil qui commence à être utilisé aussi, par exemple, sur la partie CAPEX, avec des chiffres qui sont intéressants, notamment sur le secteur énergie. Et on sait que les CAPEX et la capacité à
à peut-être challenger ou en tout cas étudier plus en détail les engagements qui sont pris par les émetteurs sur cette partie CAPEX est vraiment essentiel pour pouvoir évaluer des stratégies de transition. Donc ça, c'est quand même certains éléments positifs au milieu de ces difficultés. Et puis, pour moi, ce qui est peut-être la difficulté essentielle et l'enjeu qu'il va falloir essayer de résoudre le plus rapidement, c'est que finalement, on est aujourd'hui, du fait de ces difficultés, besoin de formation, difficultés d'interprétation et de définition, on reste dans une logique qui est sur de la conformité réglementaire où on a du mal à produire, on a ces problématiques d'interprétation et donc on passe beaucoup de temps à aller essayer de travailler la donnée, de la comprendre, de la corriger dans certains cas, pour sortir in fine, ici en tant qu'acteur du secteur financier, mon PAI statement, mon rapport article 29, enfin voilà, pour juste sortir les rapports. Donc on est sur du temps passé à comprendre et sortir des rapports plutôt finalement que l'utiliser pour soutenir les décisions. C'est la prochaine étape qui est importante. Faire ensuite de l'attribution de performance, de l'analyse et je dirais soutenir finalement des stratégies et des engagements volontaires qui sont pris à la fois par nous, acteurs du secteur financier, mais qui sont pris aussi par exemple des corporates ou petit à petit, même si les avancées sont plus lentes, peut-être par des PME. Puis évidemment, on a des problématiques de lourdeur, de coûts, en particulier dans un contexte qui reste assez volatile. Voilà, donc ça, c'est la partie un peu plus négative, les enjeux, les challenges. Maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à ces enjeux et quelles sont les priorités de la plateforme Finance Durable dans son second mandat? Donc, c'est un second mandat qui a commencé en mars, qui a un positionnement et des objectifs qui sont assez différents du premier mandat de la plateforme, qui avait finalement travaillé sur les 6 objectifs de la taxonomie, qui avait aidé à développer les technical screening standards, qui avait aidé à développer les fameux critères de do no significant harm, qui sont assez complexes à implémenter, mais voilà, qui répondent vraiment à une logique basée sur la science, ce qui est l'objectif de la taxonomie. Voilà, donc on est moins dans une logique d'innovation avec ce nouveau mandat. On est vraiment plus dans une logique de usability. Comment est-ce qu'on peut régler les challenges, les difficultés de court terme sur lesquelles on a maintenant un petit peu de recul. Je pense qu'on le voit sur la taxonomie, on le voit aussi sur SFDR. On a quelques années d'expérience. On sait identifier ce qui ne marche pas. On a eu tout un tas, et on continue à avoir tout un tas de groupes de place qui réfléchissent ensemble à essayer de trouver des solutions et des propositions dans certains cas de précision sur certains critères, de précision d'interprétation. Donc, on a sans doute un niveau de maturité qui est bien meilleur sur la compréhension des objectifs de long terme, sur la compréhension des challenges de court terme, et donc une capacité à aller proposer des recommandations et améliorer donc la usability de ces différentes réglementations pour, in fine, aider à améliorer la qualité de la donnée, puisque c'est bien là l'enjeu, et la comparabilité de celle-ci pour qu'elle devienne un outil de décision. Donc la plateforme, j'ai juste 2 slides qui expliquent un tout petit peu comment elle fonctionne. Elle a des sous-groupes. Donc on a un premier sous-groupe qui est celui qui rassemble le plus de membres, qui s'appelle Usability and Data, qui a un rôle de conseil auprès de la Commission sur donc encore une fois, la usability et la simplification de la taxonomie sur certains sujets. Un second objectif qui est sur la usability, la cohérence et je dirais l'effectivité du cadre finance durable plus global. Donc, comment est-ce que la taxonomie s'articule avec SFDR, avec MIF. Enfin, voilà, on avait dans certains cas en fait des équipes au sein de la commission qui étaient différentes, qui ont travaillé sur les différentes réglementations. Et là, la commission a vraiment l'ambition de mieux articuler. Et puis, donc, la donnée, évidemment, au centre du travail de ce groupe de travail. Le second, plus petit, cette fois-ci, c'était un groupe qui était très large dans le premier mandat, un petit peu moins cette fois-ci. C'est ce qui s'appelle le Technical Working Group. C'est le groupe qui travaille vraiment sur les critères techniques, que ce soit les critères de contribution positive ou encore de DNSH. Donc ici, ça va être d'ajuster, dans certains cas, à la marge et de corriger certains des critères sur la base des retours d'expérience. Et puis peut-être, dans certains cas, aller innover sur certains sujets. Il y a un stakeholder request mechanism qui va être lancé, qui permettra finalement aux acteurs d'aller suggérer des ajustements. Et le troisième sous-groupe travaille sur des aspects de monitoring des flux de capitaux. Donc ici, l'enjeu, c'est vraiment pour la Commission de suivre finalement l'atteinte des objectifs qui avaient été définis en 2018.
Très rapidement, je ne vais pas passer beaucoup de temps, donc 28 membres donc qui représentent à la fois des corporates, des PME, des banques, des investisseurs, des assurances, le secteur public, les auditeurs et les consultants. Et puis, on a aussi les fournisseurs de données qui n'apparaissent pas ici, mais qui sont des membres importants de la plateforme. Et puis, on a également, comme vous le voyez ici, les superviseurs qui sont tout à fait impliqués, qui font partie des discussions avec les différents stakeholder groups, les observateurs et puis évidemment la commission avec laquelle on échange de manière très régulière. Les objectifs de la plateforme, encore une fois, au-delà, je dirais, de la pure conformité réglementaire, c'est des objectifs de transformation de l'économie européenne. Et pour cela, ça peut être, ce qu'on espère, de voir un coût du capital plus faible, notamment finalement grâce à des informations plus précises sur les CAPEX, une utilisation de la donnée taxonomique, que ce soit les CAPEX ou les revenus, pour construire des portefeuilles, et je dirais pour orienter les flux de capitaux plus globalement. Et puis, finalement, on espère qu'au bout de... Alors, je ne sais pas si ce sera complètement le cas quand on finira notre mandat à fin 2025, mais essayer d'oublier un petit peu toutes les difficultés, toute la partie, je dirais, douloureuse, qui est encore aujourd'hui très, très sensible, et voir finalement le long terme, se rappeler du long terme. Voilà. Euh, Peut-être donc ce sur quoi je voulais terminer, c'est sur la logique de la plateforme. On a beaucoup de groupes de place qui réfléchissent entre acteurs de la gestion d'actifs, entre acteurs bancaires, entre acteurs assurantiels, sur des problématiques d'interprétation qui sont spécifiques à leur secteur. L'intérêt de la plateforme finalement, et c'est vraiment la manière dont elle a aussi été positionnée cette fois-ci peut-être par rapport à la fois précédente, c'est d'échanger, parce qu'on est bien dans une logique de chaîne de valeur de la finance durable où l'ensemble des acteurs a un rôle clé à jouer, avec des pièces, des pièces ou oui, voilà, des pions de cette réglementation qui vont s'articuler, donc les corporates avec la taxonomie, avec la CSRD, les PME, même chose. Alors les PME, encore une fois, c'est un peu moins avancé, donc on est en train de regarder comment on peut finalement définir certains critères de la taxonomie sur lesquels elles pourraient reporter sans avoir la complexité d'un corporate, parce que forcément, elles n'ont pas les capacités, je dirais, en termes de production de reporting. Les auditeurs vont avoir un rôle absolument essentiel à jouer. Aujourd'hui, on est encore sur des logiques d'audit qui sont limitées à la fois sur la taxonomie et CSRD va arriver, mais le rôle des auditeurs pour consolider et donner un bon niveau de confort va être absolument essentiel. Même chose sur les fournisseurs de données. Je pense qu'on fait tous face à des données qui ne sont pas toujours comparables d'un fournisseur à l'autre quand on regarde un même émetteur. Donc, comment est-ce qu'on peut ici, comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour mieux se former, mieux interpréter de la même manière et du coup nous donner un niveau de confort additionnel à nous, les utilisateurs côté investisseurs. Et puis pour les acteurs du secteur financier, les banques, il y a un certain nombre de sujets sur le Green Asset Ratio qui va être donc reporté à partir du début d'année prochaine, des questions d'interprétation sur le calcul du numérateur, du dénominateur. Donc ici, on a un groupe de travail qui travaille très spécifiquement sur ça. Comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes pour que dès 2024, alors ça va être, c'est ambitieux, mais dès 2024, on puisse utiliser ces éléments pour avoir un reporting qui soit je dirais, meaningful et pertinent. Même chose sur les assureurs qui vont reporter pour la première fois leur alignement à la taxonomie l'année prochaine. Alors, les assureurs ont une faible couverture aujourd'hui par la taxonomie, c'est uniquement sur l'adaptation. Mais ne serait-ce que sur l'adaptation, on a des questions d'interprétation qui sont encore assez importantes. Donc, on va essayer de résoudre, notamment au travers d'un FAQ sur lequel on aide la commission qui devrait sortir d'ici la fin d'année, qui va aider les préparateurs de ces reporting côté institutions financières dans la préparation de leur reporting d'alignement pour 2024. Donc ça, c'est important. Et puis, on a aussi des travaux sur la partie investisseurs où on accompagne et on aide la commission sur notamment SFDR, évidemment. Donc, on a répondu, peut-être que certains de vous l'avez vu, à la consultation sur les RTS. On va répondre à la consultation sur la révision du niveau 1. Et puis, on échange, je dirais, de manière régulière, notamment avec l'ESMA, pour les aider dans le cadre de leurs travaux de supervision et de leurs réflexions également sur tout ce qui est greenwashing et accompagnement de ces sujets de greenwashing. Et puis l'autre point intéressant et important sur les investisseurs ici, en ayant en tête la partie, je dirais, client final, c'est évidemment l'articulation avec MIF. Voilà.
Tout cela donc en lien, évidemment avec la Commission européenne. Donc pour finir, peut-être globalement, l'enjeu, encore une fois, c'est d'éviter, autant que possible d'être dans une approche de silo entre la mise en œuvre de reporting et de conformité réglementaire et par ailleurs des engagements qu'on aurait pris, des engagements net zéro, des engagements autour de la biodiversité, des engagements peut-être dans certains cas autour de thématiques sociales. C'est vraiment, essayer d'adresser le plus vite possible les enjeux, les difficultés sur la donnée pour qu'on puisse ensuite rapprocher les deux, je dirais les deux piliers, donc le pilier réglementaire et le pilier volontaire, parce que sinon c'est une perte d'énergie, c'est des coûts significatifs et je dirais que la probabilité d'atteindre l'objectif de long terme est peut-être moindre si on ne joint pas les efforts. Donc voilà, un objectif de réconcilier ces deux aussi vite que possible, de permettre que la taxonomie soit utilisée rapidement comme un outil de décision, encore une fois, et le plus vite, on aidera l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur à adresser les challenges qu'ils rencontrent aujourd'hui, le mieux on arrivera à mettre en musique finalement ces différents acteurs et cette chaîne de valeur, et le plus vite on sera capable finalement d'atteindre ou d'aider à atteindre les objectifs de plus long terme de la Commission européenne, de l'Union européenne et puis nos objectifs à nous aussi autour du net zéro. Je pense que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui et on sait qu'on n'est pas dans des périodes qui sont nécessairement très simples à la fois en termes de contexte géopolitique, donc raison de plus, je dirais, pour essayer d'avancer rapidement sur ces réglementations. Merci Clémence pour ton éclairage et pour le travail que tu mènes avec la plateforme pour faire avancer effectivement le cadre réglementaire sur l'opérationnalisation des données ESG. On voit en effet que c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est encore bien sûr en construction avec le socle réglementaire, mais finalement, c'est le rôle de tout un écosystème qui soit data provider, public, open source, privé, qui mettent à disposition effectivement un large éventail de données, métriques, etc. Mais c'est aussi, et tu l'as très bien dit, le rôle des utilisateurs de cette donnée, d'avoir un rôle, le rôle et la responsabilité d'un process efficace pour gérer efficacement ces données ESG. Et ça me fait une bonne transition pour lancer la seconde partie de notre webinaire. Je vais reprendre la main pour vous repartager quelques petites slides. Cette deuxième partie, comme je l'ai annoncé, c'est un moment d'échange, échange croisé avec Martin qui est Customer Success au sein de Wifin, donc qui est au contact direct avec nos clients, qu'ils soient asset managers, banques, institutionnels, et qui est vraiment dans les aspects pratiques dans l'implémentation de notre plateforme ESG Connect. Je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, on se réserve 10-15 minutes de la fin pour y répondre. On va effectivement commencer le débat, plutôt continuer le débat autour des données ESG, parce que c'est effectivement important. Ces réglementations apportent beaucoup de données à disposer, comme les PAI, avec SFDR, la taxonomie, des changements d'organisation, des outils technologiques à déployer, et aussi beaucoup de méthodologies à définir, bref, tous les challenges qui ont été présents et qui seront encore à relever dans un contexte qui est encore en évolution. Et donc, sur la partie données, effectivement, Keynote, Clémence, tu as évoqué les travaux en cours sur les données ESG, le rôle central pour le secteur financier, et ces réglementations sont là pour encourager à la fois effectivement d'avoir à disposition ces données, mais aussi pour les acteurs financiers de pouvoir les utiliser et les reporter. Et pour cela, il faut détenir la bonne donnée, celle qui fait sens avec notre stratégie, parce qu'on est utilisateur. Et pour cela, il faut ouvrir le capot, il faut comprendre qu'est-ce qu'on dispose pour pouvoir mettre en place le bon process pour la gérer. Martin, on a souvent entendu parler de données qui n'est pas toujours disponibles ou de mauvaise qualité pour parler de l'ESG. Est-ce que c'est encore le cas en pratique avec les clients que tu accompagnes? Oui, bonjour à tous, bonjour Sarune. Oui, c'est encore le cas.
pour répondre rapidement, en fait, le vrai problème, et c'est ce que Clémence disait très bien, c'est qu'il faut appréhender la donnée. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la donnée était assez rare, et puis depuis quelques temps, il y a eu une course véritablement vers qui pouvait posséder la donnée, qui peut la fournir. Et donc aujourd'hui, elle est assez abondante. Donc beaucoup de providers, beaucoup de données à divers niveaux. Et donc la vraie problématique, c'est de pouvoir la maîtriser, pour pouvoir profiter de ce volume de données et pour exploiter tout le potentiel qu'elle offre. Donc concrètement, ça veut dire que la difficulté aujourd'hui n'est plus dans la collecte, mais dans la centralisation. On vient de dire qu'elle était abondante. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de points de données et de sources de données différentes. Donc, on a des clients aujourd'hui qui roulent sous les données. Certains sont venus nous voir avec vraiment ce problème en main, d'avoir des dizaines de milliers d'indicateurs et qu'ils ne savaient pas gérer ce volume de données. Si je peux te donner un exemple un peu plus précis, on a l'expérience d'un client qui est de taille relative. Bon, je dis de taille relative parce que ça veut dire que l'équipe d'analyse se situe entre 0 et 3 analystes ESG. Et cette société de gestion avait acheté différents fournisseurs des données qui représentaient entre 10 et 15 000 indicateurs. Donc, tu vois bien la difficulté de centraliser 10 et 15 000 indicateurs, autre part que dans un fichier Excel de 5 gigas, parce qu'ensuite, et encore une fois, ce que Clémence disait, c'est que maintenant, une fois qu'on a la donnée, il faut pouvoir la traiter. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier la qualité, uniformiser pour pouvoir croiser les différentes sources, parler des mêmes choses à travers des données différentes, les comparer, les contrôler et enfin pouvoir les utiliser et donc les agréger au niveau d'un fonds, au niveau d'une entité. Parce que derrière, il ne faut pas perdre de vue que le vrai besoin pour les gérants, c'est de couvrir toutes les thématiques durables avec un bon taux de couverture et sur toutes les classes d'actifs. Alors, effectivement, en fait, est-ce que quand tu parles de plein de types de process, effectivement, à part la centralisation, la partie contrôle, matching, etc., est-ce que ça implique d'avoir une bonne organisation finalement autour des données ESG et c'est quoi une bonne organisation finalement? Oui, bien sûr, ça implique plusieurs choses. Donc, on vient de le dire, ça implique d'avoir d'abord accès à une golden source unique. Et donc, pour ça, plutôt que de créer un nouvel ensemble de données assez spécifiques, nous, on a créé un cadre d'architecture ouverte, traduit les sources publiques, privées qui sont disponibles sur le marché. Et la plateforme, donc notre plateforme ESG Connect, qui se situe vraiment comme un operating system autour de l'ESG, est connectée avec des centaines de sources de données différentes. Donc, tu en as énuméré quelques-unes, elles peuvent être privées, publiques, open source, elles peuvent être internes, propres à chaque client. Et donc, on se connecte avec tous ces points de données pour créer un ensemble massif de données et exploitable. On ne se limite pas à une quantité, donc on est agnostique au provider. Notre position, c'est de laisser la souveraineté des données ESG aux acteurs financiers qui la fournissent, mais de permettre du coup de centraliser tout ça en une seule et unique plateforme. Donc ça, c'est pour la partie connectivité. Pour la partie ensuite, la deuxième application, c'est de pouvoir les utiliser, donc les matcher entre elles. Et donc là-dessus, nous, on met en place un référentiel et un matching que l'on déploie en interne pour pouvoir contrôler les données et les lier entre elles. Donc c'est important d'avoir un référentiel propre, stable, et qui permet de pouvoir l'utiliser avec un certain coverage de qualité. Donc là-dessus, nous, on a développé un module de matching qu'on met à disposition de nos clients et qui est très puissant. Donc, on utilise de la data science, du machine learning, etc. en interne pour pouvoir automatiquement lier tous ces points de données. Là encore, certains de nos clients sont venus nous voir avec cette problématique, avec ce use case, parce qu'ils n'avaient pas les ressources internes ou les connaissances pour pouvoir mettre en place un outil avec une réelle complexité derrière. Alors que chez nous, ce sont des dizaines de personnes qui travaillent dessus depuis des années. Donc voilà, ça permet de centraliser, les lier pour les réutiliser. Ça permet du coup à nos clients d'augmenter leur couverture
d'améliorer la qualité et surtout, ça permet aux équipes d'analystes, ESG, de gagner du temps dans leur analyse, qu'elles peuvent consacrer à l'analyse. Jusque-là, on a eu des cas aussi où les équipes d'analystes croulaient tellement sur les données que la majorité de leur temps le passaient à créer de la qualité dans la donnée qu'ils achetaient. Tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, c'est vraiment des sujets assez importants parce qu'on entend souvent que 80% du temps des analystes ESG est finalement dédié au traitement de la donnée, qu'elle a mise en qualité plutôt qu'elle est plus loin dans l'analyse des thématiques pour croiser les sources, faire de l'attribution, etc. Ouais. Oui, tout à fait, et c'est malheureusement encore le cas, hein, comme on vient de dire. Les équipes qui ne sont pas ou peu outillées en termes de données, c'est le cas chez eux. Nous, nos clients, enfin, nos contacts directs chez nos clients sont régulièrement les équipes d'analyse, ESG, et les équipes data. Et en fait, les deux équipes ont besoin, on vient de le dire, mais réellement de temps pour exercer leur métier et besoin de confiance dans les données qu'elles utilisent pour pouvoir réellement faire leur métier, savoir ce qu'elles ont et comment pouvoir l'utiliser. Donc, là, on est vraiment sur la première partie. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour ces équipes d'avoir un OS, un operating system qui leur permette les deux, du temps et de la confiance. Et en ça, la technologie, c'est un outil hyper puissant, surtout lorsqu'on parle de volume de données monstrueux, de données qui sont en constante évolution, plus ou moins précises, méthodologiquement, tout ça évolue et se précise. Et donc, ouais, en fin de compte, c'est ça, c'est un élément systémique dans la chaîne de l'ESG. En l'absence de données fiables et de qualité, c'est impossible de définir une stratégie ESG ambitieuse et de reporter, enfin, efficacement sur les résultats, les engagements et répondre aux régulations, aux exigences réglementaires. Effectivement, finalement, on peut dire que le premier travail, si on veut bien se lancer dans sa stratégie ESG, dans ses process, c'est de résoudre les problématiques liées à l'ESG. Après, en pratique, au cours de ces 2 dernières années, et tu l'as très bien dit aussi, Clémence, en keynote, on a remarqué que l'attention des acteurs financiers, c'est principalement porter sur la production de reporting plutôt qu'à la réflexion stratégique sur leurs engagements ESG, sur les métriques à piloter. Leur job, c'est fini une fois qu'ils ont publié les tableaux des PAI dans l'article 29 LEC. On s'est par moments pas mal écarté de l'objectif final, qui est d'aller plus loin sur l'intégration, par exemple, des impacts négatifs dans les stratégies d'investissement. Après, c'est en train de changer. Enfin, moi, je l'observe. Tu me diras ce que tu en penses, toi, concrètement, sur la plateforme. On entre dans la nouvelle ère de la réglementation plus pratique ESG, avec plein de recommandations de place qui proviennent aussi bien de la plateforme, des associations professionnelles, sur des réflexions méthodologiques, sur les notations, sur les règles ESG. Si on fait un focus effectivement sur un peu les enjeux stratégiques aujourd'hui, du moment que tu observes chez les clients, lesquels tu dirais? Oui, bah, tu l'as très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, il faut se positionner, avoir un réel positionnement stratégique. Donc, ça peut être vraiment une identité de marque, hein, d'un acteur. Les exigences réglementaires, du coup, impliquent quand même de devoir se positionner fondamentalement et stratégiquement sur chaque point. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réglementations, elles ont accéléré tous ces questionnements stratégiques qu'ont les acteurs sur le marché. Pour produire ces reporting, et je le sais, j'ai passé beaucoup de temps avec nos clients en fin d'année dernière, quand on était à la nouvelle version SFDR qui est entrée en vigueur et que c'était un petit peu le rush de pouvoir reporter dessus, ça levait beaucoup de questions. Et en fait, on parlera plus tard de toute la partie réglementaire, mais ces questions, il faut pouvoir se positionner pour y répondre. Et la réglementation ne demande pas de cocher simplement des cases oui, non, mais vraiment de se poser des questions structurantes pour les équipes gérantes et d'analystes. Par exemple, quelle thématique à mon fonds,
quel indicateur est-ce que je dois suivre, quelle labellisation ou quelle classification est-ce que je vise. Il y a un véritable enjeu commercial derrière ce positionnement. Mais quand tu dis se positionner stratégiquement, en fait, si on fait un deep dive de manière très pratique, c'est quoi? C'est définir sa propre stratégie ESG, d'avoir quelque chose de plus propriétaire, de faire ses propres choix méthodologiques. Voilà, qu'est-ce que si on pourrait avoir peut-être des exemples pratiques que tu observes et comment tu les adresses avec la technologie. Ouais, ok, alors oui, exactement. Les réglementations demandent à établir donc ses propres définitions. Donc, par exemple, que représente pour chaque acteur l'investissement durable, ça c'est vraiment une interprétation. Comment prendre ses engagements stratégiques, quel regard porter sur la méthodologie. Et donc concrètement, ça laisse là une grosse marge de manœuvre aux acteurs, mais ça rend aussi l'exercice assez difficile. Donc l'importance d'être outillé là-dessus, c'est justement pour on en a parlé, c'est de dégager du temps dans l'analyse et la définition. C'est-à-dire que vraiment faire ce travail de recherche de la part des acteurs pour se positionner. Mais ça implique aussi de mettre en place, de définir des méthodologies internes, de les mettre en place et de les suivre, ses propres méthodologies. Et donc, pour répondre à cette problématique, notre équipe R&D étudie et analyse toutes les pratiques méthodologiques existantes sur le marché. On utilise justement notre panel de clients pour voir vraiment ce qui se passe, tous les Q&A, etc. Et donc, grâce à ça, on est capable de pouvoir proposer à nos clients des méthodologies au plus près des contraintes réglementaires. Donc, par exemple, pour les rapports de PAI, il peut y avoir plusieurs méthodologies à appliquer. On propose la méthodologie qui est le plus proche de la réglementation pour éviter tout breach réglementaire. Mais on propose aussi une méthodologie interne, WIFIN, qui est plus poussée, plus conservatrice, on va dire ça. Exactement, ouais, conservatrice, c'est ça, qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la vertu, de ne pas s'arrêter, et donc ça, c'est ce que Clémence disait très bien, ne pas s'arrêter aux simples problématiques réglementaires. J'ai un problème, je dois y répondre. Non, là, on essaye d'aller plus loin. Et donc, concrètement, on a des clients qui étaient prêts à mettre en place ces méthodologies conservatrices, mais qui n'étaient peut-être pas encore matures en termes de données ou de connaissances méthodologiques à mettre en place. Donc là-dessus, on les a accompagnés. Donc, toutes nos équipes accompagnent dans la compréhension, la mise en place. Ça crée un lien fort avec nos équipes d'expertise. Et donc, ce client-là qui voulait aller plus loin, mais qui n'était pas encore prêt, par exemple, on a mis en place rapidement la méthodologie proche, dite réglementaire, pour pouvoir être sûr de ne pas pour être compliant le plus rapidement possible. Et puis, on a mis en place un plan plus sur le moyen terme pour mettre en place une méthodologie plus ambitieuse. Et donc, on est intervenu vraiment pour leur donner le moyen de réaliser leurs ambitions. Donc là-dessus, voilà, on a vraiment un plan sur le moyen terme, sur quelles données allaient être nécessaires, quelles données est-ce qu'il va falloir monitorer, mais mettre en place comme un calcul. Et puis ensuite, voilà, sur le moyen terme, on a mis un parallèle run avec les deux méthodologies pour finalement ne retenir que celle qui était la plus vertueuse. Oui, parce que finalement, avec la technologie, avec la plateforme, il y a la partie, on va les accompagner sur la partie méthodologique, compréhension, expertise, et ensuite leur donner la possibilité via des écrans de dashboard, via voilà, plein de calculs, d'agrégation, des calculs de contribution, d'attribution, de pouvoir effectivement prendre des décisions stratégiques beaucoup plus éclairées. Voilà, la donnée, elle n'est plus une contrainte chez eux pour que le focus ne soit pas mis au bon endroit. Après, voilà, si effectivement on revient sur la partie stratégie, d'après les échanges que j'ai eus avec l'écosystème, j'ai l'impression qu'au-delà de cette définition qui reste, comme tu l'as dit, assez difficile à faire, ça commence à maturer. Et ce qui peut poser, par contre, très vite problème, c'est le suivi des engagements. C'est pour ça que là, on fait un deep dive beaucoup plus technologique.
Le suivi des engagements, il doit venir à plusieurs niveaux, au niveau agrégé, au niveau des fonds, fonds par fonds. Finalement, si on prend une décision sur le climat au niveau très macroscopique, il faut qu'on s'assure au quotidien, fonds par fonds, qu'on est en train de répondre à ces engagements, qu'il y ait une certaine cohérence. On parle beaucoup en ce moment de contrôle, pré-trade, post-trade, que ce soit du côté des régulateurs ou des acteurs financiers. Qu'est-ce que nous, on a mis en place, on va dire, c'est quoi comment on les a adressés précisément dans la plateforme? Ouais, alors bon, on pourrait citer plusieurs modules, hein. Tu as mentionné les dashboards d'analytics, on pourrait parler d'autres modules. Là, si je dois en retenir deux, il y a le pré-trade et post-trade, tu l'as bien dit. Donc, en post-trade, on a un module de data check qui permet sur la plateforme de monitorer, de paramétrer déjà, et de monitorer ensuite les checks des données. Alors, tout à l'heure, on parlait sur l'intégration des données, vraiment de la qualité de la donnée. Là, aujourd'hui, dans ce point-là, on parle plus des contrôles métiers fonctionnels sur les données. Donc, mesurer mon engagement, mesurer que je surperforme toujours bien mon benchmark, que l'évolution dans le temps est toujours positive sur mes engagements, etc. Et donc, ça donne à la main des utilisateurs, donc analystes ESG, de monitorer ça en temps réel, constamment, à leur main, et de faire évoluer ces checks-là régulièrement. Réellement, on parlait d'évolutivité des problématiques et de flexibilité de la plateforme. C'est le cas, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose un besoin qui est amené à évoluer. Oui, par exemple, en ce moment, tu me parlais de le label ISR qui risque de faire changer ces règles. On va avoir besoin de retravailler les différents checks métiers pour les adapter certainement à des nouveaux seuils. Exactement. Et là, nous, on est là pour, technologiquement, offrir cette possibilité. Et puis derrière aussi, pareil, le conseil et d'accompagnement, de mettre en place une batterie de checks qui évolue en fonction des règles de labellisation, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pour le post-trade. Et pour le pré-trade, il y a le deuxième module qui est par expérience, qu'on voit très utilisé chez nos clients, c'est l'outil de simulation qui permet, à l'inverse, cette fois, en pré-trade, de modifier la composition des portefeuilles, donc en ajoutant un titre, supprimant, retirant un titre, en modifiant un peu les positions, les pondérations, de voir l'impact direct que ça a sur tout ce qui est tous les scores ESG et toutes les métriques qui sont calculées dans la plateforme au niveau du fonds et au niveau de chaque contexte. Et alors là, ça c'est très intéressant parce qu'on ne se situe plus dans un mode à réaction, a posteriori, mais vraiment en anticipation. On est vraiment Et cette nuance est importante pour les gérants parce qu'on élimine le risque de breach réglementaire, qu'on est capable de simuler en avance et de voir tout de suite les implications que ça a. Oui, et puis aussi, ça permet de retravailler peut-être sa méthodologie pour intégrer de nouveaux indicateurs et voir comment ça marche en pratique. Est-ce qu'on est toujours dans ses engagements ou pas? Et puis je peux même aller plus loin, c'est qu'on peut coupler les deux. C'est-à-dire qu'on peut créer des checks spécifiquement pour nos simulations et donc simuler complètement une méthodologie sur un portefeuille créé ou qui va évoluer. Ok, très bien. Effectivement, la partie stratégie, elle est importante et comme on l'a dit, pourquoi c'est pour ensuite avoir les bons reporting, les bons process en sortie. On va parler aujourd'hui, dans cette troisième thématique de reporting, mais bien évidemment, ça ne se limite pas à ça. Hein. On pourra parler d'autres types de restitution de la donnée, sous forme d'engagement actionnarial, de vote, etc. On fait un focus sur le reporting parce qu'on est dans un contexte aussi réglementaire qui encadre effectivement beaucoup la communication pour accroître la transparence, lutter contre le greenwashing et d'avoir plein d'indicateurs à reporter. Ces réglementations, on l'a dit, elles sont déjà là depuis 2 ans et elles évoluent encore. SFDR va certainement changer. Voilà, avec la consultation public qui a été lancé il y a quelques jours, on voit bien que c'est un environnement encore très mouvant. On est peut-être
co-prémisse finalement de cette articulation réglementaire européenne, voire même mondiale, si on voit d'autres initiatives qui apparaissent au UK, aux US. On se rend compte particulièrement ces derniers jours. Et plus de 2 ans après l'entrée en vigueur de SFDR, c'est quoi aujourd'hui encore, Martin, la principale appréhension des investisseurs quand tu travailles avec eux sur la partie reporting? Aujourd'hui, je vais répondre avec une autre question. Aujourd'hui, la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est est-ce que la plateforme va pouvoir absorber les changements de régulation? C'est-à-dire qu'on a mis, tu as dit, la régulation existe depuis un moment maintenant. Un gros travail de fait il y a quelques mois, années maintenant, pour y répondre. Donc ça, c'était le problème à l'époque. Maintenant, on sait qu'elle va évoluer. Elle va évoluer régulièrement. Et donc, est-ce que nos process de production qu'on a mis en place, est-ce que le lien entre tous ces reporting qu'on doit faire sera mis à jour automatiquement? Est-ce qu'on va devoir retravailler, remettre la main dedans? Quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment travailler, justement, on parle de stratégie, travailler sur la stratégie plutôt que de devoir répondre aux réglementations? Et là-dessus, nous, on a créé ESG Connect comme une plateforme flexible, justement, pour pouvoir s'adapter le plus simplement, rapidement, facilement possible à toutes ces évolutions réglementaires. Donc, voilà, on répond aux problématiques qui sont différentes en fonction des typologies d'acteurs. Donc, les problématiques sont différentes pour un assureur que pour une société de gestion, elles sont différentes en fonction du pays. Et donc, toutes ces réglementations-là sont absorbées dans la plateforme. Ce qui lève les incertitudes pour les acteurs, donc ils peuvent avoir justement sur les méthodes qu'il faut mettre en place, sur les prochaines exigences. Et donc, c'est un gain de temps énorme de pouvoir bénéficier de cette automatisation et de cette adaptation aux évolutions réglementaires. Super. En fait, c'est vrai que c'est pour économiser. En fait, c'est hyper important que la technologie arrive pour faire gagner du temps. On l'a dit en entrée sur la donnée, sur la qualité de la donnée, et puis en sortie sur la production de reporting pour vraiment garder l'objectif de la réglementation qui est au-delà de l'aspect communicationnel, qui demande effectivement d'intégrer les différentes métriques. Et donc, ça nécessite d'avoir un outil évolutif qui soit flexible et qui puisse aussi prendre en charge les différents reporting qui sont pluriels, qui s'entrecroisent, donc il faut assurer une certaine harmonisation. On peut finir peut-être avec un schéma qui montre, on va dire presque comme la boucle de ce qu'on vient de présenter. En fait, finalement, on peut le prendre de différents endroits. La réglementation, lorsqu'elle est arrivée, tout le monde s'est précipité, c'est normal, à faire des reporting. Donc, on a commencé par la partie reporting et on voit bien qu'aujourd'hui, les différentes problématiques se posent sur la partie stratégie, la partie data management. Donc ça, c'est lorsque l'exercice il n'est pas facultatif, lorsqu'il est obligatoire, il faut tout de suite effectivement répondre à une deadline réglementaire. Et dès lors que l'exercice devient facultatif, dans le sens où voilà, c'est aller adresser une nouvelle thématique, créer un nouveau fonds thématique, etc. Ou lorsque la réglementation, le premier exercice réglementaire il est passé, l'objectif, effectivement, c'est de passer finalement beaucoup plus de temps sur la partie stratégie méthodo, voire surtout sur la partie data management. C'est un schéma qui présente l'ensemble des process. C'est pour ça qu'on utilise, nous, beaucoup pour parler de ESG Connect, l'operating system. Ça peut être un terme pas forcément voilà, celui que vous retrouvez aujourd'hui beaucoup dans les différentes réglementations ou chez les médias, mais c'est ça, c'est avoir un système qui vous permet de centraliser tous les process, de traiter tous les process et ça peut-être tu peux finir là-dessus, Martin. C'est l'objectif aussi, c'est de faire collaborer beaucoup plus les équipes entre elles. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous l'aviez très bien résumé, et Clémence aussi, le problème, c'est pas de répondre aux
problématique réglementaire, c'est d'aller encore plus loin. Donc, ça va mettre en place vraiment une stratégie, mettre en place les moyens d'y parvenir à ces ambitions et d'aller encore plus loin. Et donc, on voit que ça fait forcément le lien entre les équipes reporting, les équipes data, les équipes d'analystes, et le fait d'avoir un outil qui permet de centraliser toutes ces fonctionnalités et tous ces schémas use case métiers permet de faciliter et d'accélérer ces ambitions vers la transition et les objectifs long terme qu'on connaît tous. Parfait. Merci Martin pour cet éclairage beaucoup plus pratique et surtout voilà, centré sur des enjeux métiers et technologiques. On a encore un peu de temps effectivement pour répondre à quelques questions. Il y en a deux. Il y en a une pour toi, Clémence. Il y en a une effectivement beaucoup plus métier. Je peux te laisser prendre la première qui est effectivement dans le cadre de la plateforme. Les clients... alors peut-être un point. Est-ce que plateforme, on entend plateforme? Parce qu'aujourd'hui, on vous a parlé de deux types de plateformes. Je crois qu'elle est pour vous. La plateforme de Clémence et la plateforme effectivement de SG Connect. Je suis allée assez rapidement. Est-ce que dans le cadre de votre plateforme, les clients doivent avoir eux-mêmes un abonnement à ces sources de données pour pouvoir les exploiter via la plateforme? Effectivement, comme l'a bien dit Martin au tout début, nous, on est agnostique aux sources de données. C'est-à-dire que voilà, notre objectif, ce n'est pas de créer un nouveau set de données. La donnée, elle est déjà abondante, on en a beaucoup. Et surtout, on veut aussi laisser la souveraineté des acteurs financiers de choisir eux-mêmes la source, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, travaille avec des généralistes, des spécialistes sur l'environnement, la biodiversité. Donc, la plateforme, elle est en architecture ouverte, donc elle est là pour intégrer n'importe quelle source. On est déjà intégré à une centaine de sources pour pouvoir effectivement récolter, comprendre la méthodologie de ces données pour qu'elles soient prêtes à l'emploi sur la plateforme. Deuxième question, peut-être un peu plus effectivement métier méthodologique. Je peux commencer effectivement à y répondre et je te laisserai aussi Martin. Est-ce que vous avez des clients qui investissent considérablement sur le high yield? Si oui, comment avez-vous contourné les problèmes d'accès à la donnée qui existent encore bien sur cette classe d'actifs? D'ailleurs, pas que sur cette classe d'actifs, on en a beaucoup encore qui sont pas très bien couverts. La problématique de couverture, on l'adresse tout le temps sur les small mid-cap, sur le high yield, sur certains effectivement pays, sur les souverains par exemple. Là, l'objectif effectivement, c'est de travailler déjà avec des sources disponibles et sinon il y a énormément de possibilités d'augmenter la couverture par des proxys par exemple. Ouais, oui, tout à fait. Tu l'as dit, hein, ça dépend des fournisseurs de données. Pour le coup, nous, on n'est pas là pour offrir cette donnée-là, mais il y a des fournisseurs de données qui sont spécialisés en fonction de la topologie des classes d'actifs. Et donc, dans certains cas, typiquement sur le high yield, il y a des fournisseurs de données qui permettent de noter ces entités. Et nous, on est là pour améliorer justement le matching et utiliser, couvrir le maximum de données disponibles. Exactement. Après, effectivement, si pour certains cas de figure, il n'y a pas possibilité de faire des proxys parce que ça n'a pas de sens sur des indicateurs, etc. Là, clairement, c'est des problématiques qui sont ensuite pas couvertes, adressées par la réglementation pour augmenter cette couverture. Je ne sais pas, Clément, si toi, tu as des aspects à rajouter sur l'absence de couverture pour certaines classes d'actifs ou certaines catégories d'entreprises. Est-ce que la plateforme travaille dessus? Alors, effectivement, on a peut-être deux enjeux clés ici. Alors, peut-être pas aussi sensible pour des investisseurs que pour des banques, par exemple, mais une des priorités de la plateforme, c'est la partie PME. Comme je disais tout à l'heure, où aujourd'hui, l'applicabilité de la taxonomie sur ces acteurs-là n'est pas encore forcément claire et on essaie de trouver
je dirais, un mécanisme et des règles qui sont suffisamment pragmatiques tout en donnant accès à la donnée. Donc ça, on est sur des acteurs européens, mais de plus petite taille, pas forcément cotés. Et puis, l'autre enjeu, évidemment, c'est l'international, donc en dehors de l'Union européenne. Et effectivement, il peut y avoir des sous-classes d'actifs sur lesquelles c'est encore plus problématique, comme par exemple le high yield. Alors ici, on ne regarde pas spécifiquement la thématique du high yield. En revanche, effectivement, les aspects de ce qu'on appelle internationalisation ou interopérabilité avec d'autres taxonomies qui sont développées dans d'autres géographies, c'est une des priorités de la plateforme, c'est fait en lien avec également l'International Platform on Sustainable Finance, qui essaye de coordonner les initiatives qu'on voit dans différentes géographies sur des taxonomies. On sait que la Commission européenne échange aussi régulièrement avec l'ISSB. Donc, c'est une des priorités avec une certaine complexité, parce qu'ici, on est sur des sujets qui sont pas mal. Tu parlais de souveraineté dans le choix de la donnée. On est aussi quand même pas mal sur des problématiques de souveraineté aujourd'hui quand il s'agit du développement de cadres. Mais c'est de toute évidence un enjeu, ne serait-ce que si la Commission européenne souhaite, par exemple, que la taxonomie devienne véritablement un outil de décision avec des taux d'alignement et des engagements plus importants, par exemple, sur des fonds verts, qui bien souvent ne sont pas investis seulement dans des acteurs basés dans l'Union européenne. Trouver effectivement une bonne articulation pour pouvoir adresser les émetteurs non européens, c'est évidemment un enjeu et une priorité essentielle. Merci. J'ai l'impression qu'on a répondu aux 2 questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans tous les cas à nous recontacter. On mettra le lien du replay et on est à votre disposition. Il y a Fatima qui nous a posé rapidement une question. Bonjour, est-ce que votre plateforme propose des proxys prédéfinis en amont lorsque la data n'est pas disponible pour le high yield? Effectivement, on a plein effectivement de méthodologies de proxy. On n'a pas qu'une seule façon de faire les choses. Ça dépend de plein de paramètres, effectivement, de l'univers d'investissement du fonds et de l'acteur financier. On a effectivement travaillé beaucoup avec la R&D sur des systèmes de proxy pour augmenter la couverture. Après, sur la partie high yield, on va dire, on n'a pas quelque chose de figé, de spécifique. On va travailler beaucoup avec l'acteur parce que ça va vraiment dépendre de chaque méthodologie. Ce n'est pas la même chose d'appliquer un proxy avec une méthodologie propriétaire, avec effectivement un rating d'un data provider. Le proxy est là pour s'aligner au maximum, effectivement, avec quel indicateur on prend pour la notation, ici la notation crédit. Ouais. Si vous voulez, Romain, Fatima, ce que je vous propose, c'est qu'on se contacte en dehors du webinaire pour qu'on vous explique comment on fonctionne et qu'on voit un peu vos problématiques et qu'on voit comment est-ce qu'on peut au moins vous donner un peu plus de détails là-dessus. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes restés nombreux jusqu'à la fin, et voire même on a dépassé le temps. Je vais clôturer ce webinaire. C'était un plaisir pour nous de vous présenter les aspects données, plateformes. Ce n'est pas des sujets très simples aujourd'hui à adresser, pourtant ils sont cruciaux. On reste à votre disposition pour continuer l'échange en dehors. Voilà, merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, bonne journée.